Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens qui sont présents à l'Hôtel de Ville, dans la salle du Conseil. Bonsoir à vous qui êtes à la maison. Alors, ce soir, on débute par une assemblée de consultation pour le projet de règlement sur les conditions d'émission de permis. Alors, avec moi, Mme Josée Banville, directrice de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Alors, je vous laisse la parole, Mme Banville. Merci. Donc, bonsoir. Ce soir, le projet de règlement qui est soumis à la consultation publique est le 2024-1302, qui vient modifier le règlement sur les conditions d'émission du permis de construction 2015-848. Donc, pardon, changer de fiche. Pour une petite mise en contexte, en fait, la Ville de Rouyn-Noranda entreprend différentes modifications à son processus d'émission des permis de construction et certificats. La plupart des changements vont viser des allègements au règlement, notamment au règlement sur l'émission des permis et certificats, le 2015-847. Par exemple, nous avons fait une modification pour exempter de fournir certains documents pour certains types de travaux. On a aussi fait une modification pour autoriser certains types de fondations sans que ce soit nécessaire de présenter des plans d'ingénieurs et une autre modification qui vise notamment à réduire le délai maximal pour l'émission des permis et certificats. Puis c'est ce qui va nous concerner ce soir pour le règlement 848 également. Donc, la réduction des délais maximaux pour l'émission des permis, ça a un impact aussi sur le règlement qu'on vous présente ce soir, qui est le 848. C'était également une modification qui a été faite dans le règlement 847. Cependant, ce règlement-là n'était pas soumis à consultation publique, alors que celui de ce soir doit être soumis à consultation publique selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, au niveau du délai qui est modifié, l'article 15 qui concerne les conditions générales d'émission du permis de construction prévoit normalement un délai de 45 jours pour que la Ville puisse délivrer le permis de construction. On vient diminuer ce délai-là à 25 jours ouvrables. En fait, on fait cette modification-là parce qu'on a tenu dans les dernières années différentes statistiques et on est en mesure de respecter un délai de ce type-là plutôt que d'aller avec un délai de 45 jours qui était parfois trop grand et on délivrait de toute façon les permis dans un délai plus court. C'est un délai maximum. Exactement, ce délai maximum. Et ce délai-là commence au moment où les gens ont fourni l'ensemble des documents qu'ils doivent soumettre pour l'obtention de leur permis de construction. Notamment, il y a différents documents à fournir et aussi il y a des conditions à respecter telles que acquitter les frais de la demande, obtenir des autorisations au niveau de la CPTAQ si vous êtes en zone agricole, par exemple, et construire aussi sur des terrains qui vont respecter les normes minimales qui sont exigées, dont l'adjacence à une rue, etc. Il y a différentes conditions, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on vient diminuer le délai à 25 jours. Donc, au niveau du processus d'adoption, le 25 mars dernier a lieu l'avis de motion. Le premier projet de règlement a également été adopté. Par la suite, il y a eu l'avis public de consultation dans le journal. Et ce soir, nous avons l'Assemblée publique de consultation. Ce soir, le Conseil pourrait adopter directement le règlement, puisque le règlement n'est pas sujet à l'approbation des personnes habiles à voter. Et si tout va bien, le règlement entrera en vigueur à partir du 31 mai 2024. Merci beaucoup, Mme Banville. Est-ce que des citoyens présents ont des questions en lien avec cette modification de règlement pour l'émission des permis? Sinon, ce sera porté à l'ordre du jour de ce soir. Merci beaucoup, Mme Banville. On est à 1 minute de la séance régulière, donc il est 19h59. On va attendre juste un petit peu pour débuter la séance régulière. Merci beaucoup.
Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance de votre conseil de ville, la séance régulière. Bienvenue aussi aux gens à la maison et aux gens qui sont présents dans la salle. On va adopter l'ordre du jour dans un premier temps, Madame la greffière, avec des points qui s'ajoutent. Oui, donc quelques points à ajouter ce soir. Dans les projets particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble en 6.2, donc un ajout pour le secteur du lac Évin, également pour le 435 de la montée du Sourire. Ensuite, dans les octrois de contrat, en 7.2.10, un mandat de service professionnel. En 7.5, une prolongation de délai pour la construction d'un immeuble sur la rue Perrault-Est. Dans les affaires politiques, l'autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre d'un programme Mobilisation. En procédure administrative, suite au dépôt des états financiers, il y aura plusieurs opérations comptables pour des affectations de sommes à venir générer. Ensuite, dans les avis de motion, un projet de règlement qui va modifier le règlement de zonage 2015-844 et l'adoption suite à la consultation publique du règlement 2024-1302. Alors, un proposeur? J'en fais la proposition, Madame la mairesse Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de notre séance régulière du 8 avril dernier avec dispense de lecture. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci beaucoup. Donc, ce soir, c'est aussi la présentation des états financiers. Alors, j'ai avec moi Mme Karine Audette, trésorière et directrice des services administratifs à la Ville de Rouyn-Noranda. Bonsoir, Karine. Et Mme Annie-Claude Delisle de la firme MNP, auditrice. Bonsoir. Alors, c'est avec plaisir que les états financiers de la Ville de Rouyn-Noranda pour l'année 2023 vous sont présentés ce soir. Malgré le contexte actuel caractérisé par la hausse générale des coûts, les résultats démontrent que la Ville est en bonne santé financière. Il est important de préciser que le rapport consolidé qui s'est soldé avec un surplus inclut les exercices financiers de la Ville de Rouyn-Noranda, du Centre local de développement de Rouyn-Noranda, le CLD, et de la Corporation de gestion du Centre de congrès de Rouyn-Noranda et de la Corporation aussi de gestion immobilière Notre-Dame Auxiliatrice. Quant à l'exercice financier spécifique à la Ville de Rouyn-Noranda, celui-ci se solde avec un excédent qui se chiffre à 3 856 841 $. Et cet excédent est principalement attribuable à des revenus qui n'étaient pas prévus au budget. Il s'agit notamment d'aides gouvernementales pour divers projets, de revenus provenant de la vente de terrains, ainsi que de surplus de la taxation industrielle engendrée par la mise en valeur et la construction de bâtiments. Quant aux dépenses de fonctionnement, elles ont respecté les prévisions budgétaires. L'entrée en vigueur des nouvelles conventions collectives, dont la plupart ont été signées en 2023 et qui sont d'une durée de 5 ans, permettront de faire des prévisions budgétaires plus justes jusqu'en 2028. De plus, la priorité accordée à l'optimisation des procédés, des processus, notamment en allouant des sommes pour mener à bien cette démarche, permet d'offrir les meilleurs services dans un souci de ne pas appauvrir la population. Du côté des dépenses en investissement, celles-ci comprennent l'ensemble des investissements réalisés par la Ville pour moderniser, entretenir et mettre aux normes les infrastructures. Bien sûr, la priorité demeure l'amélioration des routes. On sait que les enjeux sont grands, mais sachez que la Ville a réalisé en 2023 des travaux de réfection des infrastructures dédiés à la gestion de l'eau potable, des eaux usées, ainsi qu'à la gestion du réseau d'égouts sanitaires et pluviales. De plus, l'acquisition d'équipements et de véhicules a eu un impact sur les dépenses. Et peut-être juste mentionner qu'au niveau de la priorité, au niveau des routes, bien que les besoins sont grands, c'est 10 millions que la Ville a investi dans la dernière année. La Ville s'est dotée en 2020 d'une politique de gestion de la dette. Les ratios en 2023 qui se trouvent en deçà des cibles fixées par cette politique démontrent la saine gestion effectuée par la Ville. Un choix a d'ailleurs été fait de reporter certains emprunts dus au taux d'intérêt élevé, ce qui a eu pour incidence la diminution de la dette de la Ville de Rouyn-Noranda. Alors, sur ce, je laisse la parole à Mme Karine Audette, des services administratifs de la Ville,
et elle pourra vous apporter plus de précisions sur les différents sujets que j'ai abordés sommairement. Alors, je vous laisse la parole. Merci, Mme Dallaire. Donc, je commencerai avec le sommaire des résultats des fins fiscales. Donc, au 31 décembre 2023, comme Mme Dallaire le disait, au niveau de l'administration municipale, au niveau des réalisations, si on se réfère au côté droit du tableau, on peut voir l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 3 856 841. On voit des revenus de fonctionnement de 104 485 599 et des charges, donc des dépenses de fonctionnement de 106 652 038. On connaît que le 3 856 de revenus supplémentaires est attribuable notamment aux taxes foncières du secteur industriel pour la mise en valeur et la construction de bâtiments, les ventes de terrains supplémentaires non prévues et les aides gouvernementales supplémentaires. À partir du moment où on intègre nos états financiers de façon consolidée avec nos deux corporations de gestion et le CLD, le total consolidé nous donne 3 719 835. De façon un peu plus imagée, on peut regarder les revenus de fonctionnement. Donc, on voit que la majorité des revenus proviennent de la taxe foncière et des taxes sur autres bases, qui représentent 68 de nos revenus de fonctionnement, 5 provenant des tenants en lieu de taxes, 10 des transferts, 8 des services rendus par la Ville, 2 pour l'imposition de droits, 1 pour les amendes et pénalités, 3 pour les intérêts et 3 pour les autres revenus. Je vous rappelle que les revenus de fonctionnement sont de 104 485 599. Si on passe au niveau des dépenses de fonctionnement, qui sont à 106 652 038, c'est par rapport aux dépenses de fonctionnement, le transport représente 26 de ces dépenses, 18 en hygiène du milieu, 1 en santé bien-être, 7 en aménagement et en urbanisme, 11 en sport et espaces verts, 5 en culture, 6 pour les frais de financement, 12 pour l'administration générale et 14 pour la sécurité publique. Au niveau des dépenses d'investissement qui totalisent 27 625 000, il y en a au total 24 qui étaient pour les véhicules et les autres équipements, 14 pour les bâtiments municipaux, 15 pour les travaux de réfection des infrastructures en eau potable et en eau usée, 10 pour les autres infrastructures telles les parcs, les stationnements, les éclairages de rue et 37 pour les infrastructures routières. Au niveau de l'analyse de la variation de la dette, comme Mme Dallaire l'a dit, notre dette a diminué. Donc, on a une diminution de la dette pour l'année 2023 de 1 811 163. En fait, cela provient du fait on s'est endetté. En fait, on a fait des emprunts pour un montant de 8 419 575, alors qu'on a remboursé de la dette pour un montant de 10 230 737 000, qui rend notre dette au 31 décembre 2023 à 143 044 369. Au niveau de la politique de gestion de la dette qui a été implantée en 2020 au sein de la Ville, il y a 3 différents ratios qu'on tente de toujours respecter, qui sont nos cibles, en fait, de saine gestion financière. On a l'endettement total net à long terme consolidé par rapport à nos revenus consolidés. Ça, c'est le premier ratio. On veut être en dessous du 1,4. Ce ratio-là permet de comparer le niveau d'endettement par rapport à notre capacité de générer des revenus. On voit, depuis 2020, aller jusqu'en 2023, le ratio tend à s'améliorer, donc il diminue. Au niveau du deuxième ratio, qui est le service de la dette consolidée par rapport à nos revenus de fonctionnement, ce ratio-là nous permet de démontrer l'importance que la Ville consacre au remboursement de nos engagements, donc notre capital et nos intérêts de notre dette. On veut être en bas de 20 pour ce ratio-là. Et puis, on voit qu'au fil des années, on s'est quand même maintenu, même comptant à diminuer en 2023 à 14 % Au niveau du troisième ratio, l'endettement total net à long terme sur nos actifs, c'est-à-dire à quel point la Ville a emprunté à long terme pour payer les immobilisations. On veut être en dessous du 40 % Et puis, on voit également que depuis 2020, on se tient tout près là, entre 30, 31, 32 %, mais qu'on diminue depuis 2020 quand même ce ratio-là. Donc, ça démontre
par ces trois ratios-là qu'on a une saine gestion financière au sein de la Ville de Rouyn-Noranda. Je passerai la parole à notre auditeur indépendant, Annie-Claude Delisle. Merci, Karen. Rapport de l'auditeur indépendant. Aux membres du Conseil de ville de Rouyn-Noranda. Opinion avec réserve. Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la ville de Rouyn-Noranda, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2023 et les états consolidés des résultats et de la variation des actifs nets. Fondement de l'opinion avec réserve. Dans le cadre de l'application au 1er janvier 2023 du chapitre 3280 obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, la Ville n'a pas procédé à l'identification et l'évaluation au 1er janvier 2023 et au 31 décembre 2023 de ces obligations au titre de l'obligation liée à la mise hors service des immobilisations, ce qui déroge aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La Ville aurait dû identifier les composantes représentant un risque de passif à titre d'obligation des immobilisations hors service. Nous avons effectué l'audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. La responsabilité de la direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La responsabilité de l'auditeur, nos objectifs sont d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers consolidés, pris dans leur ensemble, sont exempts d'anomalies significatives, que ceux-ci résultent de fraude ou d'erreur ou de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. À notre avis, à l'exception des incidences du paragraphe que je vous ai parlé sur le fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers consolidés donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Rouyn-Noranda au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités et de la variation de ses actifs nets. Merci beaucoup, Mme Delisle. Merci. Donc, Mme la greffière, c'est un dépôt. Dépôt seulement, effectivement. Un dépôt seulement du rapport financier, du rapport du vérificateur externe pour l'année 2023. Merci, Madame. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre la séance régulière. Notre directeur général va se joindre à nous. Alors, juste avant de laisser la parole aux citoyens, un bref suivi des dossiers politiques. Donc, en ce qui a trait au dossier au niveau de la Fonderie Ronde, l'occasion est propice ce soir pour rappeler la tenue d'une soirée de consultation mardi prochain, le 30 avril, sur les scénarios d'aménagement préliminaire du secteur sénateur. Toutes les personnes intéressées par ce nouveau développement domiciliaire sont attendues à compter de 18h45 à la salle Thomas Tepesto, située au 55 avenue Dallaire. Les personnes intéressées à participer à la présentation sont invitées, par contre, à confirmer leur présence en s'inscrivant en ligne à partir du site web de la Ville. Et cette soirée sera suivie d'une consultation en ligne aussi jusqu'au 13 mai. Rappelons que la démarche d'élaboration de ces concepts d'aménagement est réalisée grâce à l'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En parallèle au développement de ce nouveau secteur, d'autres lieux font ou feront l'objet d'études pour en évaluer le potentiel de développement. À la lumière des résultats de ces études, nous vous tiendrons informés des secteurs qui présentent un potentiel de développement intéressant aussi. Alors donc, l'identification des terrains et secteurs de relocalisation pour les propriétaires et locataires visés par l'aménagement de la future zone tampon, ça se poursuit. Et ce travail permettra de mettre en place une autre démarche de consultation, mais qui va s'adresser uniquement aux foyers qui sont ciblés par la relocalisation pour qu'ils puissent indiquer les lieux où ils souhaitent demeurer, où ils souhaitent être relocalisés. Bon, cette semaine, c'est la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Alors, c'est pourquoi les membres du Conseil, ce soir, portent le ruban vert. Et la semaine se tient donc du 21 au 27 avril.
le bilan 2023 démontre une année record en dons d'organes au Québec. C'est une bonne nouvelle en soi. Cependant, ce sont des résultats qui demeurent bien en deçà de ce qui est attendu au Québec. Alors, pour soutenir cette cause, la Ville de Rwanda a hissé le drapeau à l'effigie de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus sur le mât d'honneur devant l'Hôtel de Ville. C'est pour rappeler l'importance, vraiment. Aujourd'hui, jour de la Terre, la Ville de Rwanda rappelle son engagement à jouer un rôle dans la transition écologique, notamment par l'entremise de son plan climat et d'action pour favoriser la mobilité durable aussi, pour ne nommer que ces deux-là. Alors, soulignons aussi la marche aujourd'hui. Vous avez été plusieurs à y participer. La marche organisée par l'Armée verte. Alors, beaucoup de gens étaient présents. Alors, bravo pour l'initiative. Alors, pour moi, ça fait le tour des dossiers politiques. Donc, si vous êtes dans la salle et que vous souhaitez vous adresser au Conseil, bien, je vous invite à vous avancer, vous nommer votre adresse pour qu'on puisse vous faire un suivi. Alors, on vous écoute. Ben, bonsoir à tous, membres du Conseil. Bonsoir. C'est la première fois que je viens ici. Mon nom est Marie-Josée Paquin. Puis, je suis étonnée de voir autant de visages familiers dans la salle. Bien heureuse de ça. Bienvenue, Mme Paquin. Est-ce que vous pouvez donner votre adresse pour les greffes? J'ai déjà donné toutes mes informations. OK. J'ai été bien conseillée. D'accord, parfait. Merci. Puis, ben, ça donne quand même bien. Quand je suis rentrée tout à l'heure, on était un peu à l'avance. Puis là, j'ai vu la magnifique sculpture de Diane Auger à l'entrée qui parle de l'esprit de l'eau. Puis je me disais, ça tombe bien. C'est un peu de ça qu'on vient parler ce soir. Puis ça tombe bien que ce soit la journée de la Terre également. Je vais laisser mon ami se présenter également, présenter les gens qu'on représente ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Tanguy Verret. J'ai donné aussi toutes mes informations là pour ma résidence. Fait que on est venu à trois, même si on va être deux à parler. Puis on représente un comité citoyen qui vient de se monter un petit peu pour questionner un petit peu la protection de la qualité de l'eau, protéger en fait la qualité de l'eau à Rouyn-Noranda. Et puis on est un petit peu, on a des interrogations et des préoccupations par rapport au projet Horn 5 actuellement à l'étude. Moi, je m'intéresse à ce dossier-là depuis vraiment peu, mais on a fait plusieurs lectures. Puis, je ne sais pas si ça serait à propos de résumer en quelques minutes ce que j'ai retenu, puis ensuite on pourrait y aller avec nos questions, si ça vous convient. En fait, c'est combien de temps d'habitude? Il y a 5 minutes d'alloué. OK. Fait en gros, c'est un projet qui vise à réactiver une mine qui va être dans le sol même de Rouyn-Noranda, puis qui va se servir de l'eau vraisemblablement du lac Rouyn et possiblement du lac du Faux. L'eau va être pompée pour servir les intérêts de la mine. Puis ensuite de ça, il va y avoir les résidus qui devront être, une fois les canalisations de la mine remplies par les résidus, il va en avoir trop, donc ils vont devoir être transportés sur un site, un parc à résidus miniers. Puis ce qu'on a cru comprendre du projet, c'est qu'il y avait différents endroits qui avaient été évalués comme sites potentiels pour le parc à résidus miniers. Puis l'endroit qui a été retenu est quand même un endroit qui met à risque le lac du Faux, selon les lectures qu'on en fait, même si le risque est estimé comme étant faible. On sait qu'il y aurait peut-être eu d'autres endroits qui étaient à risque beaucoup plus petits, mais qui n'ont pas été retenus. Puis, avec les documents qu'on avait, on n'arrivait pas à avoir un peu la réflexion qui avait sous-tendu le choix de ce site-là. Les inquiétudes qu'on avait pour le lac étaient tant au niveau du réseau de conduits qui vont acheminer puis qui vont être tout le long du bassin versant du lac du Faux, donc s'il y a des débris en cours de route,
Mais en plus, le deuxième risque est situé aussi au niveau du parc à résidus qui a des digues, mais s'il arrive un problème au niveau des digues, donc qui est un deuxième risque supplémentaire. Encore une fois, ça risquerait de contaminer la source d'eau potable de la ville, qui est le lac du Faux. Donc, nos questionnements tournaient beaucoup autour de ça, à savoir, moi, comme je suis pas tellement au courant du dossier depuis longtemps, on voulait savoir la ville comment se positionnait par rapport à ça, puis la relève. Tu sais, on se disait que l'eau potable, c'était peut-être quelque chose pour lequel un faible risque était peut-être déjà un trop grand risque, puis qu'on devait peut-être y aller avec le principe de précaution, puis s'assurer que le site choisi, si jamais le projet va de l'avant, que le site choisi soit vraiment le site le plus sécuritaire, même si ça coûte plus cher. Tu sais. Pour compléter ça, dans l'étude d'impact, il était évoqué un deuxième site. Là, le site qui a été retenu, c'est le site numéro 7, puis il évoquait le site numéro 11. Puis il est dit que le site numéro 7 est meilleur sur tous les plans, mais il n'y a aucun détail là-dessus. Or, le site 11 serait probablement moins dangereux puisqu'il a beaucoup moins de zones de recouvrement avec les alluvions du lac du Faux et il se retrouve beaucoup plus dans l'ouest à l'inverse. Puis, par ailleurs, il y a la qualité de l'eau qui est la première question qu'on se pose, mais ce qu'on a compris aussi, c'est qu'actuellement, ce projet-là, pour l'instant, il est illégal puisqu'il est, bien que les émissions en métaux lourds dans l'air seraient faibles, l'air de la zone, on le sait que trop bien, est déjà saturé en métaux lourds. Fait que c'est ça, on avait compris que le ministère de l'Environnement avait pour l'instant retoqué le projet. Puis c'est ça, un article de mars 2023 faisait allusion de ça dans Radio-Canada. Puis on voulait un peu mieux comprendre la position de la ville un peu plus directement, puisque on avait cru comprendre que vous souteniez le fait d'aller demander un BAP pour soutenir ce projet-là qui irait même un tout petit peu au-delà des émissions d'air saturé en métaux lourds. Puis la préoccupation majeure, c'est la source d'eau potable de la ville, c'est celle, elle est prise dans le lac du Faux. C'est la seule source actuellement. Il y a peut-être d'autres sources possibles, mais dans les scénarios catastrophes, il est dit qu'il y a 20 minutes entre le moment où il y aurait un bris puis le moment où il y aurait de l'eau qui serait contaminée. Y a-t-il d'autres scénarios et puis ces scénarios, ils devraient être développés avant d'envisager un projet. Donc, peut-être comme question, on aimerait savoir comment vous positionnez par rapport à ce projet. Est-ce que vous avez pris des engagements déjà vis-à-vis de Falco et de Horn 5 Quels engagements vis-à-vis de la qualité de l'air et de l'eau potable de la ville? Et les travaux ont-ils déjà commencé d'une certaine manière? Je vais laisser la mairesse suppléante puis présidente aussi du comité environnement intervenir, mais je veux juste vous dire, bien sûr, que la préservation au niveau de l'eau potable, c'est une priorité pour la ville, c'est clair. On sait que la démarche se poursuit avec des audiences publiques à venir, là, mais je vais te laisser intervenir, Samuel. En fait, j'en venais un petit peu là. Au niveau municipal, c'est pas notre responsabilité, puis c'est pas notre pouvoir même au niveau municipal de pouvoir légiférer sur une mine en devenir. C'est un peu pour ça aussi les bureaux d'audience publique en environnement, donc les BAP. Le fait de demander un BAP aussi pour la ville, c'est d'être capable d'évaluer tous les impacts, les installations. Donc, je vous invite fortement à aller assister au bureau d'audience publique qui va avoir lieu pour cette mine-là. Nous, comme ville, on y assiste toujours, puis c'est un peu ces bureaux-là qui nous donnent l'occasion de nous prononcer sur les projets en devenir. Donc, on va toujours, je pense au dernier BAP qu'il y a eu, on va toujours présenter un mémoire sur nos préoccupations. Justement, c'est une préoccupation sur la question de l'eau potable, sur le milieu environnant qui accueille un parc à résidus, qui accueille une minière. C'est là où on va se prononcer municipalité, mais l'autorisation relève quand même toujours du gouvernement provincial. C'est elle qui a le pouvoir d'autoriser ou non des exploitations comme celle-là. Ça passe bien en haut de nos têtes, mais on est toujours là pour ramener les préoccupations tant de nos installations ou nos infrastructures municipales que de nos citoyens environnants qui sont préoccupés par ça. Donc,
on va le prendre en note, c'est certain, mais je vous invite aussi à être présent, surtout si vous avez un petit comité qui s'est formé pour ramener vos préoccupations. Là, ça va être vraiment le meilleur endroit, tant de connaître le projet que de faire connaître vos préoccupations là-dessus. Là. Oui, Réal. J'ajouterais qu'il y a un bureau qui va être ouvert au centre-ville très bientôt. C'est dans les prochains jours, un bureau pour que les citoyens puissent aller poser des questions, puissent aller rencontrer ces gens-là de Falco. Et puis, Falco va mener plusieurs consultations. Fait que gênez-vous pas pour aller chercher toutes ces plateformes de rencontres-là où vous pourrez poser le maximum de questions possibles. Je pense que le but de la rencontre qu'on avait la semaine dernière, c'est qu'ils cherchaient à savoir quelles sont les meilleures pistes pour faire en sorte que notre population est bien informée et que la donne soit claire pour tous. Que le monde comprenne bien le projet, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça, et qu'on limite les échecs, les erreurs, le plus possible, évidemment, pour qu'on ait la satisfaction du public. Alors, on prend en compte vos commentaires et on vous invite vraiment. Il y aura des annonces éventuellement de fêtes. On n'a pas les dates précises encore pour les audiences publiques, mais on sait que c'est incessamment là, que ce sera annoncé. Alors, nous, bien sûr, on va être présents, puis on vous invite fortement à y aller. Ça va? Et quant à la... J'entends que vous parlez des bureaux qui vont ouvrir. Oui. Vous avez la date et l'adresse, peut-être? La rue principale... 157 principal. Je pense que c'est la semaine prochaine. Cette semaine. Ce que je ne comprends pas, c'est... Puis les travaux ont-ils déjà commencé? Non. Non. Parce que c'est ça, je vois qu'il y a beaucoup de démarches qui ont commencé. Pour l'instant, le projet est encore illégal dans la situation actuelle. Et appelé comme tel par le ministère de l'Environnement. Le gouvernement a autorisé la démarche du BAP, des audiences publiques. Alors, partant de là, c'est la démarche qui va être faite et c'est celle qu'on va suivre avec intérêt, là, c'est certain. Là. Puis il y a peut-être des travaux préalables aussi, mais il faudrait s'informer au ministère de l'Environnement. Il y a peut-être des travaux préalables qui ne sont pas susceptibles d'être approuvés par le BAP. Là. Je pense entre autres à du dénoiement de conduite. Ça sort vraiment de notre compétence municipale, mais il y a peut-être des travaux que le ministère de l'Environnement a pu autoriser avant, qui ne sont pas nécessairement passés par ici, mais qui n'avaient pas nécessairement besoin d'une autorisation d'un BAP. Là. Ils sont venus à D'Alembert 2 fois présenter le projet jusqu'à en était dans les étapes, surtout que D'Alembert, c'est le site Norbec qui a été retenu pour... donc, ils tenaient à venir faire la présentation. Demander cette présentation-là, là, c'était clair, précis, puis ils ont fait des analyses poussées, là, ils sont obligés de le faire, puis de le présenter. Puis c'est le BAP qui va décider au bout du compte si c'est viable ou pas, mais c'est sûr qu'on surveille tout alentour de ça. Là. On ne laissera pas n'importe quoi sur le territoire passer. Là. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup de votre présence, votre questionnement. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil de ville? Allez-y. Bonsoir. Bonjour, je me nomme Elliot Martel. Je fais partie de la robotique à l'école d'Iberville. J'ai 4 membres de mon équipe ici. On peut apercevoir Augustin Cloutier, le programmeur de notre équipe, Amaël et puis Romain. Ah ben, bienvenue. Nous, on est en secondaire 2. On fait le parascolaire. Le nom de la ligue de robotique qu'on fait, c'est First Lego League. Fait que c'est des Lego techniques qu'on utilise pour faire notre compétition. Dans le cadre de la compétition, on doit présenter un projet innovant. Cette année, le thème, c'est chef-d'œuvre artistique. Donc, il faut trouver un genre de truc d'art, et puis trouver une problématique et trouver une solution par la suite. Donc là, nous, Ça va être très utile. Notre thème, nous, on a choisi l'astronomie. L'astronomie parce que les gens ne s'intéressent de moins en moins à cet art et puis à beaucoup de technologies. Personnellement, on a trouvé ça très intéressant. On a trouvé plusieurs solutions. On a fait collaboration avec le collectif Territoire ainsi que l'Association des astronomes amateurs de la BTP-Témiscamingue. Avec le collectif Territoire, dans le projet de réaménagement du lac Ossisco,
on a parlé d'installer peut-être un observatoire. Donc, on a fait une maquette en Lego d'un observatoire. Fait qu'on voit l'île aux Mouettes, la piste cyclable ainsi qu'un observatoire. Tout ça, on le présente ce vendredi à Longueuil. On s'en va à notre compétition régionale de robotique. Pendant notre recherche, on a pris conscience de l'une des problématiques qui est la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, elle est présente aussi à Rouyn-Noranda et puis ça affecte énormément l'observation du ciel nocturne. Étant donné ça, on a parlé avec Rémi Boucher. Rémi Boucher, c'est le coordonnateur scientifique et porte-parole de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont Mégantic. Donc, avec Rémi, on a parlé que eux, vu que dans la région du Mont Mégantic, ils ont mis des mesures contre la pollution lumineuse, il nous a fait part de ces 5 principes majeurs. Ces 5 principes comportent l'orientation. Donc, l'orientation, c'est diriger la lumière vers le sol et non vers le ciel. Parce que si tu l'envoies vers le ciel, comme, je sais pas si vous avez déjà vu autour du lac Escaut, il y a comme des lampadaires avec des grosses boules blanches, ça éclaire partout, donc ça augmente la pollution lumineuse. De plus, la couleur a un grand impact. Les DEL ambrées produisent moins de pollution lumineuse que les DEL blanches. Donc, ça pourrait grandement aider. Il y a l'intensité. Donc, on pourrait utiliser des gradateurs pour diminuer la présence de lumière, ainsi que peut-être mettre de la réglementation pour éviter des soi-disant spots très puissants sur les propriétés privées. Il y a 4e principe, c'est la période. Donc, utiliser des capteurs de mouvement ou des minuteries pour gérer c'est quand les lumières sont ouvertes. Comme exemple, sur la fonderie en ce moment, et les concessionnaires automobiles, c'est presque en permanence ouvert. Donc, ça affecte énormément. Et puis, finalement, il y a ciblé les bons endroits. Donc, exemple, si on met de la lumière, un lampadaire dans le fond d'un rang où est-ce que personne va, c'est totalement inutile. Ces différentes solutions sont aussi une façon de faire une économie d'énergie. Fait que ça serait quand même cool. Oui. Fait que merci de m'avoir écouté. Bravo. Vous illuminez notre conseil. Écoutez, moi, au nom du conseil, je vous souhaite vraiment une bonne chance pour Longueuil. C'est quand, déjà? Bonne chance pour la compétition. Et puis, c'est important ce que vous dites. Puis déjà, oui, il y a déjà eu, je vois ça bien, déjà eu des discussions à ce sujet-là en lien avec la pollution lumineuse. Ça a été apporté par certains citoyens. Puis c'est des modifications réglementaires. Puis ça, c'est des choses qui sont dans le collimateur, on va dire. Hein? Le parc Gabelle aussi. On a même l'engagement. On n'a pas changé. Non, on l'a pas changé, mais on a dit qu'on le ferait. Il y avait une demande de la CEPAC, puis dans le fond, ça s'adressait aux municipalités, là, donc vraiment je pense que c'est l'ensemble du réseau des CEPAC qui fait ces demandes-là aux municipalités environnantes, puis ça vient justement de Lac-Mégantic, là, il y avait le parc pour le ciel étoilé, puis c'était, dans le fond, ils demandaient aux municipalités d'appliquer ces principes-là de quand on refait des luminaires, d'appliquer les principes orientés vers le sol avec gradateurs et tout. Puis, fait qu'on avait cette orientation-là. Puis, je vous rassure, il n'y a pas aucun lampadaire dans un fond de rang. On a même des demandes pour ça. Mais c'est ça. Mais il y avait été question, mais corrigez-moi, mais d'une modification réglementaire. Ouais, en fait, il y a déjà certains éléments qui sont prévus dans notre réglementation pour limiter justement les impacts, par exemple, chez le voisin. Donc, s'assurer que ça pointe vers la propriété directement et non pas vers les voisins. Ça, c'est déjà quelque chose qui existe dans notre réglementation. Puis, M. Chevalier, on peut faire des économies. Donc, on est gagnant sur toute la ligne. Merci de la présentation. Est-ce que d'autres citoyens sont présents et souhaitent s'adresser au Conseil? Oui. Bonsoir. Bonsoir, Mme Mairesse. Bonsoir, chers conseillers. Mon nom, c'est Jacques Lamonde. Et puis, je viens pour parler un petit peu de notre quartier. J'habite sur la rue du Cap-d'Eau. Alors, c'est le quartier des professeurs qu'on appelle, avec la rue des professeurs. Et puis, l'an dernier, je vous avais adressé une demande de réfection des rues.
J'avais rencontré les citoyens de mon quartier et puis tout le monde était bien en faveur d'avoir la possibilité de demander cette réflexion-là, vu que on trouvait la situation un peu dangereuse pour les gens du quartier. Et puis chacun avait signé c'est pas une pétition, mais qui avait signé un appui à cette demande-là. J'ai réussi à parler un peu avec Mme Pius une fois ou deux, là, une fois certainement. Et puis, c'est sûr qu'il y a d'autres rues en ville qui sont dans un mauvais état, qu'elle m'avait fait comprendre. Mais par contre, nous, on vivait une situation un peu spéciale. Le quartier existe depuis 50 ans. Et puis, il n'y a pas eu grand-chose de fait au niveau de la rue comme telle. Alors, j'avais demandé à ce moment-là à notre conseiller, qui était M. Dallaire, de au moins venir faire le tour. J'aurais aimé ça que Mme Pius le fasse aussi, parce que je me disais que c'est vraiment pas joli, puis c'est même pas sécuritaire de se promener dans la rue. Alors, suite à tout ça, il y avait une partie de la rue du Cap-d'Our qui s'était affaissée d'environ presque un pied à la largeur de la rue au complet. Et puis, ils s'en ont rendu compte, ils ont arrangé ce bout-là, mais ça recommence à travailler, ça c'est sûr. Mais le restant de la rue et puis celle des professeurs, il y a des endroits où c'est vraiment dangereux. Alors, cette année, j'ai entendu il y a quelques semaines, comme quoi que la Ville avait reçu des sommes d'argent pour améliorer encore les routes et puis les rues de la Ville. Fait que j'ai dit, ça serait peut-être le temps de reproposer un peu ma demande. Et puis, avant de faire ça, j'ai refait le tour encore de la rue, puis j'ai regardé la situation telle qu'elle était. Puis, je vous ai fait parvenir des photos aussi, vous avez sûrement pu regarder ça. Même cet après-midi, j'ai pris quelques minutes une dernière fois pour faire le tour, puis juste sur un espace d'environ 30 pieds, la moitié de la rue simplement, il y avait au-delà de 20 trous, un bord puis de l'autre, puis ça allait quasiment jusqu'à 12 pouces, là, à des endroits. Fait que, je vois les enfants, on commence à avoir des nouvelles familles dans le quartier qui arrivent avec des jeunes, puis c'est vraiment pas séculaire, ils se promènent en bicycle, puis c'est... Et puis, fait que, suite à tout ça, j'ai dit, je refais ma demande, puis j'ai fait le tour des gens, puis je leur ai donné une copie de ce que c'est que je voulais vous présenter, que je vous ai présenté. Puis même jeudi, j'ai reçu un appel de la France, qui était Mme Marie-Claude Leclerc, qui demeure dans le quartier des professeurs. Et puis, j'ai resté surpris parce que j'ai dit, voyons, c'est quoi ce numéro de téléphone-là? Je l'ai pris par hasard, puis là, c'est elle. Puis elle dit, j'ai reçu une copie de ce que c'est que vous faites comme démarche. Elle dit, je veux juste vous dire que j'appuie ça, mais je ne peux pas être au conseil, puis j'étais à l'extérieur. Mais je voulais vous faire part de ce que c'est qui m'est arrivé, puis vous avez vu que c'est une madame qui a tombé dans un trou et puis elle s'est fracassée la clavicule, puis même que son mari a eu un bris avec son auto dans la rue aussi. Ça s'est produit il y a 3 ans par contre. Alors nous, aujourd'hui, de toute façon, ce qu'on veut, c'est de rendre le quartier un peu plus sécuritaire et attrayant pour les gens qui y vivent. Ça continue d'attirer des jeunes familles qui restent dans notre coin. Alors, on demande à la Ville, suite à tout ça, s'il y aura des possibilités de vraiment, là, ça peut être fait dans 2 temps, à ce sens que peut-être la première année, au moins, essayer de retravailler le fond du terrain pour éventuellement peut-être l'asphalter. Et puis, nous, notre rue, là, actuellement, tous les égouts se font à l'arrière des maisons. Fait que quand il y aura une réflexion de la rue qui va être faite, c'est peut-être un petit peu moins dispendieux de pas obligé de tout refaire les égouts. En fait, merci, M. Lamonde, oui, on a reçu votre correspondance, puis on sait que la rue est en mauvais état. Puis, on trouve ça triste. Par contre, je veux juste spécifier s'il y a un enjeu de sécurité, il faut rapidement appeler là, aux travaux publics, 797-7121. S'il y a un enjeu de sécurité, c'est important. Maintenant, c'est plate à dire, mais c'est plus de 70% de notre réseau routier
qui a besoin d'amour. Puis je l'ai annoncé tantôt au niveau des états financiers, c'est un peu plus de 10 millions qu'on a mis au niveau des infrastructures routières. Puis, vous voyez, là, c'est pas suffisant. Donc, il y a comme des priorités qui sont établies selon divers critères, mais je veux juste vous dire, pour préciser, vous avez reçu des sommes. Juste pour préciser, les sommes annoncées, oui, puis j'ai dit dans les médias que c'était principalement pour des infrastructures routières, des rues, des trottoirs, mais c'est en lien avec le projet de développement de terrain pour des logements, en lien avec la relocalisation de la zone tampon. Alors, il faut juste bien camper les choses, là. Ces sommes-là nous sont versées par le gouvernement, par le ministère des Affaires municipales pour aider justement à développer des terrains pour la relocalisation de ces gens-là. Maintenant, je sais, entre autres, que votre secteur est en analyse à voir aussi s'il n'y a pas des possibles développements domiciliaires qui pourraient être faits, mais là, à ce stade-ci, l'analyse n'est pas complétée, là, il n'y a pas eu... mais clairement, on a quand même demandé à on ne réussira pas à tout faire. Il y a un minimum, je suis d'accord avec vous, qui doit être fait, mais dans le lot de routes endommagées, c'est pas évident. Mais on a quand même demandé à ce que la direction des travaux publics voit au niveau de l'analyse de développement domiciliaire, puis voit si... parce que dans les priorités, là, ça se classe où, là, parce qu'on a beaucoup de routes. Je vais vous dire... Je l'ai fait le tour, en urbain, en ruralité, partout. Puis j'ai été dans votre secteur à quelques reprises. Puis on a malheureusement... puis c'est pas juste nous, hein. C'est l'ensemble du Québec. Pour avoir parlé avec la ministre Guilbeault, l'ensemble du Québec. Les infrastructures routières sont déficientes et les sommes qui seraient nécessaires sont pas toujours là. C'est sûr qu'on a demandé quand même, là, il y a une analyse qui est faite dans votre secteur, puis on pourra revenir avec plus de détails. Je ne sais pas si c'est suite aux photos que j'ai envoyées, mais on voyait dans la rue depuis quelques années un arbre dans le centre de la rue. Là, ça sortait, ça n'avait pas de bon sens. Et puis, quand je vous ai envoyé des photos la semaine passée, là, je ne peux pas comprendre, mais il est arrivé quelqu'un cette semaine. Et puis, en fin de semaine passée, puis avec une pelle, ils ont creusé dans le centre. Là, ils ont arraché l'arbre de là. C'est un arbre qui est gros comme ça. Puis c'est pour ça que je dis vraiment l'importance de signifier ces événements-là au 797-7121. Ah, oui. L'importance, nos équipes, il y a un enjeu de sécurité, là, ça va être rapide. Puis je peux comprendre, des fois, les citoyens ne savent pas où s'adresser, mais c'est vraiment... La première étape là, à ce moment-là. Bien, regardez, Mme la mairesse, c'est sûr qu'on sait où s'adresser, puis on l'a déjà fait. Là. On a un trou, là, il y a un cône, et puis le trou, il est grand comme ça, puis en dessous, c'est tout nettoyé. Tu cognes sur l'asphalte, tu sens qu'il y a le vide en dessous de tout ça. Mais tu sais, ça fait déjà une couple de semaines. Oui, mais là, je vais vous dire, là, s'il vous plaît, là, oui. La semaine passée, une couple de semaines, là, récemment, je pense que vous avez été témoin de ce que les équipes à la ville ont eu à affronter au niveau des puits diluviennes, des gens qui ont été isolés, des sacs de sable qu'on a dû distribuer. Oui, ça se peut qu'on n'ait pas réparé des trous là, dans les dernières semaines, je veux juste le dire. Là. Mais clairement, j'entends ce que vous me dites, puis ça va être... ça va être Est-ce que j'ai compris que le département des travaux publics ont actuellement une attention spéciale pour le quartier? Bien, ce que je vous dis, c'est que de possibles projets de développement sont en analyse, je veux dire comme ça. Oui, ça, c'est une affaire. Ça. Mais et puis, ce que je vous dis, c'est que le conseil souhaite juste voir dans dans la priorisation, on n'arrivera pas à tout faire. Comment on peut, à un moment donné, après un intervalle, aller dans un secteur, ça, on a demandé de voir s'il y a des choses possibles, puis on va revenir avec ça.
Parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait d'autres accidents qui Non, se passent. non, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. C'est clair. Puis je sais que c'est endommagé, on le sait. C'est une triste réalité. D'accord. Et un suivi va vous être fait, M. Lamonde. Bonsoir. Je voulais juste apporter l'observation que, avec M. Lalonde, qui est quand même plusieurs personnes, c'est à la limite du praticable, l'avenue des professeurs. C'est juste ça que je souhaite apporter. Même un véhicule tout terrain, Mme la mairesse, honnêtement, en 4 roues, en bon français, il faut rouler 10 km/h dans la rue. Puis je le sais que partout au Québec, puis je l'entends, on le sait comme citoyen aussi. Je le sais possiblement que quand on sort des fonds, des sous, des fonds publics, on souhaite que ces fonds-là profitent au plus grand nombre de personnes possible. Je ne sais pas, mais ce serait un calcul qui fait du sens. Mais c'est à la limite du praticable. 8 km/h en voiture, on ne peut pas. Parce que, honnêtement, là, la voiture frotte à terre, tout bord, tout côté, toutes les sortes de voitures. C'est ça que j'entends ce que vous me dites. Merci pour votre commentaire. Merci beaucoup. J'entends ce que vous me dites, madame. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Bonjour, Yves Barry du 412 avenue des Professeurs, encore sur le même sujet. Moi, je vous écoute, puis ça m'inquiète un petit peu. On n'ait pas déjà pensé peut-être à faire quelque chose sur ma rue. Moi, personnellement, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, mais il a fallu que je remplisse les trous en avant de chez moi. Chez moi, c'est épouvantable de sortir de chez moi. J'ai été obligé de remplir de sable les trous qu'il y a. Et que ça s'affaisse encore. Puis je sais que, comme vous voyez, on est une bonne gang qu'on est ici. Je veux pas minimiser les autres places, mais moi, en avant de chez moi, c'est épouvantable. Ça n'a même pas de bon sens. Puis je pense que c'est épouvantable pour tout le monde partout. Fait que ça m'inquiète, puis je dis même à la face à ma conjointe, je ne sais pas si je vais avoir la réflexion de mon vie. Fait que, honnêtement, oui, ça m'inquiète. Puis ce que j'entends, ben, c'est pas pour me rassurer. En fait, puis je comprends qu'il y a beaucoup de routes qui sont en mauvais état, mais moi, je suis certain qu'on pourrait gagner un prix chez nous pour la vie. Fait que oui, je m'excuse, j'ai en tête plusieurs routes, dont pas loin de chez moi, là, que c'est impossible, on est comme, mais c'est ça. En tout cas, je voulais juste me faire entendre. Mais puis... c'est pas, on fera pas un concours pour ça, là. Ah, mais on fera pas de concours. Non, vous n'êtes plus pour venir à concours avec nous autres. Non. Non, on fera pas de concours, mais ce que je veux vous dire quand même, c'est que, bon, de un, oui, il y a une analyse qui est faite, je le répète, au niveau d'un possible projet de développement qui amènerait une réflexion, là, c'est ce qu'on disait, au niveau du logement. Mais je réitère ce que j'ai dit, le Conseil a demandé que ce soit porté à l'attention de la direction publique pour voir dans le calendrier où on peut espérer quoi, puis tout ça, puis il y a un suivi qui va vous être fait. Alors, c'est un problème qui je pense au rang de la marina, je pense au chemin Paquette, je pense à des rues en ville, je pense à Yunaga, puis surtout au printemps, c'est pire, les nids de poules et tout ça, c'est encore pire. Mais on entend ce que vous dites, puis on va faire un suivi, ça, c'est clair. Bien, merci de m'avoir écouté. D'accord. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Bonsoir. Roger Larivière, 154 15e rue. Comment allez-vous, M. Larivière? Je reviens encore avec le transport d'eau. Moi, je suis la 15e. Je suis rendu avec des camions bennes à longueur, là. Puis des camions de 2x4, là, depuis une semaine, là. Puis, je ne sais pas si vous autres, vous avez adopté une réglementation pour interdire le transport lourd. J'ai remarqué qu'il y a un policier qui suivait, mais il n'a jamais rien fait. Fait que là, j'ai rencontré un constable. Là, j'ai posé la question. Puis, de la manière qu'il m'a parlé, qu'eux autres, là, pas entendu parler de rien de ça. Non, ben là... Fait que là, je me demande, quand vous prenez des décisions, si
Vous communiquez avec ces gens-là, là? Ben oui, puis on travaille ensemble là, avec la Sûreté du Québec. Là, non, que les gens qui écoutent là, savent qu'on travaille avec la Sûreté du Québec. Et puis, lorsqu'il y a une réglementation qui est modifiée comme ça, les gens sont informés. Là. Il n'y a pas, dans la réglementation qui a été adoptée par le conseil municipal, il n'y a pas de changement par rapport à la 15e rue. Ça reste, tu sais, il y a eu des modifications par rapport au viaduc Murdoch, mais pour permettre certains types de transports qui ne sont pas du transport lourd, là, qui sont plutôt du 3 essieux, donc les vannes de bois, ces choses-là ne peuvent pas passer là de toute façon. Donc, il n'y a pas eu de modification qui permettrait la circulation là, directement sur votre rue. Là. Je remarque encore un autre commentaire que j'ai fait souvent, là, sur le coin de la rue Gatineau et 15e, vous avez un beau panneau qui indique transport local seulement. Pourquoi il n'y en a pas sur le coin de la Murdoch puis de la 15e? En fait, parce que quand le camion arrive de la Saguenay, qui proviennent de la Serre ou Val-d'Or, ces choses-là, il y a déjà un panneau dans le fond, au bas de la côte, là, faisant en sorte, tout de suite après l'intersection Bradley, il y a un panneau ici qui fait en sorte que le camion n'est pas supposé monter la côte. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un autre panneau plus loin parce que normalement, il n'est déjà pas supposé avoir traversé. C'est les règles du ministère là, qui nous avaient été expliquées. Il ne faut pas surcharger de panneaux. Le camionneur devrait savoir qu'il doit prendre le chemin Bradley, puis s'il a affaire à rentrer en ville, de passer à ce moment-là par Rideau. Mais le 4 essieux maximum est permis dans le viaduc Rideau. Fait qu'on fait quoi, nous autres, là? On les endure? Ben non, ben là, on entend ce que vous nous dites, M. Larivière. J'ai vu notre directeur fois que je viens, général là, puis, le noter. On va faire des démarches, M. Larivière, là, aux autorités qui sont capables de renforcer ce règlement-là. Là. Ça va être aussi simple que ça. Là. Donc, on a pris une bonne note. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est ridicule. Merci. Merci de votre intervention, M. Larivière. Peut-être un complément. M. Larivière, un complément. Vous pouvez communiquer avec les contrôleurs routiers. C'est leur département à eux autres. C'est leur responsabilité à eux autres. Et eux autres peuvent le prendre plus au sérieux. S'il y a plusieurs citoyens qui se plaignent que des résidents, parce que si ce n'est pas dans leur schéma habituel de circulation pour eux autres, ils ne le verront pas. Alors s'il y a des signalisations qui sont faites par des citoyens, on va peut-être porter une attention plus particulière à ce secteur-là. Mais on va le faire de notre côté aussi. Je pense que vous êtes bien plus pesant que moi. Vous êtes des élus. Moi, je suis rien qu'un citoyen, puis je ne suis pas sûr qu'ils vont m'écouter. Merci. D'autres citoyens, citoyennes qui souhaitent s'adresser au conseil de ville? Ben, sinon, une fois, deux fois, trois fois, non? Alors, on est rendu en 6, Mme Carignan. Oui, ce soir, c'est un PPIA, puis plusieurs PPC-moi que je vais faire les demandes. Donc, le premier, c'est pour un plan d'implantation, d'intégration et d'architecture à volet patrimonial pour l'immeuble situé au 33 rue Gamble-Ouest afin d'installer un deuxième conteneur et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Je pense qu'on va attendre 2 minutes. Madame Laurent, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes juste pour aller voir la maquette? C'est ce que je suis en train de dire. Oh non, allez voir la maquette. Non. Non, les gens. On le fera à la fin. Non, on est en ligne. Je vais prendre 2 minutes pendant qu'il y avait du bruit, mais... on va les faire à la fin. C'est bon. Dans notre reportage. C'est bon. Merci. Ben, en fait, c'est juste parce qu'on a des gens en ligne. Par respect, j'ai un peu... si ça vous dérange pas. Absolument. On vous souhaite bonne chance à Longueuil. Merci. Bonne chance. Alors, s'il vous plaît, on poursuit la rencontre, Mme Carignan. Oui. Donc, ce que je voulais que je répète le plan d'intervention. Non, on l'avait voté. PPIA, donc j'en faisais la proposition. Je pense qu'elle avait été appuyée. Donc, d'accord. On poursuit avec les projets de PPC-moi, c'est-à-dire des projets de construction, de modification, occupation d'un immeuble. Donc, la première, c'est pour une demande concernant l'immeuble situé au 1062 du chemin de la Baie Verte afin d'exploiter un camp de jour spécialisé. Est-ce que je peux les faire en bloc? Oui. Bon. Le deuxième PPC-moi, c'est une demande afin de construire un chalet sur un terrain sous bail de villégiature du ministère du MRNF, facile à dire, hein, en bordure du lac Évin.
Et la troisième demande, c'est une demande afin d'aménager une maison de chambre à l'intérieur d'une résidence unifamiliale au 435 Montée du Sourire. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, M. Chevalier, pour les affaires générales. Oui, on commence avec la gestion du personnel, Mme Dallaire. Donc, liste du personnel engagé cette semaine, on parle de 3 ressources réservistes au service des parcs, du sport et loisirs, ainsi que des travaux publics. 2 embauches. La première embauche de Mme Valérie Duhem, à titre de coordonnatrice de la bibliothèque municipale. Et embauche de M. Pierre-Luc Morin comme mécanicien A. On va poursuivre avec ce qu'on... On peut faire une résolution pour la gestion du personnel. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Samuel Ramsey. Les octrois de contrat. On poursuit avec les contrats. Donc, acquisition d'équipements de désincarcération, contrat octroyé de gré à gré à Boivin-Gauvin Incorporé au montant de 55 000 taxes incluses. Contrat annuel de fourniture de pierres concassées à 9045, trait d'union 2491, Québec Inc., entreprise Gaétan Jolicoeur, au montant de 87 461 et 48 sous, taxes incluses étant la plus basse conforme. Contrat annuel de fourniture et pose d'enrobés, acceptation de toutes les soumissions déposées selon la liste de priorités présentée dans la recommandation. Entretien ménager du Théâtre du Cuivre à 9376, trait d'union 8042, Québec Inc., Gaétan Mathieu, au montant de 104 627 et 25 sous, taxes incluses, pour la première année du contrat étant la plus basse conforme. Contrat annuel de fourniture de béton de ciment à Groupe Cola Québec Inc. au montant de 253 le mètre cube, taxes en su étant la plus basse conforme. Réfection de services municipaux dans la ruelle Perrault-Tachereau à 9200, trait d'union 2088, Québec Inc. à Duro King Construction, au montant de 1 219 054 et 63 sous, taxes incluses étant la seule reçue et conforme. Fourniture et installation de clôture au terrain de balle de Granada à clôture Habitam limitée au montant de 77 778 et 87, taxes incluses étant la plus basse conforme. Réfection de services municipaux sur la rue des Gagnés à 9148-3701, Québec Inc., Isis Corporation, au montant de 1 431 158, taxes incluses étant la plus basse conforme. Remplacement des feux de circulation à l'intersection 15e rue et boulevard Rideau et réfection de services municipaux à 9148, trait d'union 3701, Québec Inc., Isis Corporation, au montant de 1 739 014 et 77 sous, taxes incluses étant la plus basse conforme. Et finalement, service professionnel pour le mandat de numérisation du quartier visé par la zone tampon, contrat octroyé de gré à gré à 9320, trait d'union 7579, Québec Inc., leader, au montant de 52 612 et 56 sous, taxes incluses. On poursuit avec les autorisations de signature, donc d'un protocole d'entente avec Énergir concernant le prolongement de la conduite de gaz naturel, Parc industriel Granada, un renouvellement du programme d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus municipaux et des hauts fonctionnaires et responsabilité pénale en matière de santé et sécurité, regroupement de l'UMQ, et finalement une prolongation de délai de gestion Élite SS Incorporée pour la construction d'un immeuble sur la rue Père-Ouest. Merci beaucoup. J'en fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. Monsieur Côté, au niveau des sujets des membres du Conseil. Oui, je laisse souligner le travail fait par l'organisme à but non lucratif Alternative pour elle pour l'acceptation de leur projet par la Société d'habitation du Québec pour une maison d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, avec tout ce qu'on avait entendu dernièrement aux nouvelles. Donc, félicitations pour votre travail et d'avoir obtenu le projet. C'est une très belle nouvelle, vraiment. Très belle nouvelle. Merci de le souligner. Le prochain point, c'est une résolution pour qu'un montant de 2 500 $ soit octroyé à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à titre de contribution pour l'événement Les Journées du Cuivre qui se tiendront les 2 et 3 mai prochains au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Alors, un proposeur appuyeur. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Je l'appuie, Cédric Laplante.
Merci. Monsieur Beauchamp, on a plusieurs événements, plusieurs demandes d'autorisation d'événements. Oui, puis la majorité dans le quartier que je représente, donc dans le quartier Noranda. Donc, un premier concernant qu'un permis soit accordé au bar Le Pazo, qui était anciennement le Diableron, effectivement, et puis Southern Cruiser, pour la fermeture temporaire d'une partie de la rue Carter, incluant la ruelle entre la 7e et la 8e. Et puis l'événement aura lieu, c'est de 17h à minuit. Et puis l'événement a lieu le 24 mai, donc prochainement. Autre événement, celui-ci, c'est une course à Bellecombe. Donc l'autorisation soit donnée au comité organisateur pour la tenue de la course de Bellecombe, devant avoir lieu le 25 mai 24, de 7h à 14h. Il y a des rangs qui sont concernés, le Sainte-Agnès, le chemin La Rose, le rang Cliche et la route des Pionniers, lors de la fête des voisins de Bellecombe. Et qu'à cette occasion-là, soit aussi autorisé s'assurer que les mesures de sécurité soient mises en place et que les lieux soient accessibles, qu'il y ait un aide technique qui soit accordée par la Ville pour les mesures disponibles en équipement. Et à cette occasion, la Ville autorise la vente de boissons autorisées dans le stationnement du centre des loisirs de Bellecombe. Par après, le Notre-Dame de Grâce, l'école Notre-Dame de la Protection, excusez. Donc, l'autorisation pour tenir leur événement course chromatique avec les élèves du quartier. Donc, on devra utiliser une partie de l'avenue Prémois. Et puis, l'événement a lieu entre 9h et 16h30, 31 mai prochain. Marché public. La demande consiste à accorder donc l'installation de chapiteaux dans le stationnement de l'aréna Jacques-Laperrière. Cette installation soit autorisée pour les saisons estivales 23 qui sont passées, mais 24 et 25, tel que stipulé dans l'article présenté. Que le chapiteau soit réservé pour exploitation d'un marché public les mercredis 26 juin au 25 septembre de 12h30 à 17h30. Que cet espace puisse être rendu disponible pour tous les organismes organisateurs d'événements. Qu'un soutien technique provenant des services des parcs et équipements soit offert en fourniture et que la coordination de la vie active et des événements soit autorisée pour signer au nom de la Ville l'entente de cet événement-là. Finalement, à Cisco, la fête qui s'en vient au mois d'août prochainement, donc que l'autorisation soit donnée à la Corporation des fêtes pour tout le monde pour l'utilisation de la grande place Edmond Horn lors de les fêtes annuelles du 7 au 10 août 2024 dans la grande place Edmond Horn. Qu'à cette occasion, l'autorisation soit accordée de la fermeture de sentiers polyvalents à Ossico pour la mise en place des voies réservées pour le transport en commun, navettes, etc. Que cette occasion, la Ville de Rwanda autorise la vente de boissons alcoolisées sur le site des activités de 18h à 2h, et ce, conditionnellement à l'obtention des permis, évidemment. Et puis que les organisateurs de l'événement obtiennent toutes les autorisations nécessaires pour la tenue de leur événement en lien avec les services des incendies. Donc, je fais la proposition de ces ensembles de manifestations. C'est tout de suite. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. De beaux événements à venir. Le marché public, on a hâte à tout ça. Alors, au niveau des affaires politiques, une résolution pour le versement à l'Agence d'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue d'une contribution de 26 000 pour l'année 2023 ainsi qu'une contribution de 26 000 pour l'année 2024. Cette entente vise, entre autres, à constituer et promouvoir le Fonds de soutien à l'attraction et à l'établissement durable en Abitibi-Témiscamingue pour répondre aux besoins de la région et des MRC. Ça, c'est une première. Je pourrais peut-être toutes les faire. Une demande d'aide financière
au ministère, donc, que soit confirmé l'engagement de la Ville de Rouyn-Noranda à payer sa part des coûts admissibles au projet d'installation de bandes de baies vitrées flexibles dans le cadre de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de désigner Mme Hélène Pius, directrice des travaux publics et services techniques, comme personne autorisée à agir et signer tous les documents relatifs au projet. Ensuite, une résolution pour une modification au répertoire des comités internes. On modifierait le répertoire au niveau du comité stratégique. M. Daniel Camden siégerait en remplacement de M. Sébastien Côté. Au comité budgétaire, M. Sébastien Côté siégerait en remplacement de M. Daniel Camden. Donc, vous comprenez qu'on a inversé. Et au comité communication, de retirer M. François Chevalier, Mme Diane Dallaire. M. Louis Dallaire, bien sûr, demeure et assume la présidence. Et au niveau des comités externes, que soit modifié le répertoire des comités externes afin que le conseiller, M. Yves Drolette, soit nommé à titre de membre du conseil d'administration du réseau Biblio, l'Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec, en remplacement de M. Benjamin Tremblay. Alors, pour ces 4 points-là, je demanderai un proposeur, puis je vais laisser l'autre partie à Mme Turgeon. J'en fais la proposition, Samuel Randéoul. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci. Mme Turgeon, en 10.5. Je ne sais pas si je peux appuyer, je suis là. On pose ça comme question. Ouais, tu es un peu en conflit. Je voulais juste préciser que c'est pas parce que je n'étais pas stratégique et je comprends pas plus au niveau budgétaire, là, mais je tiens à remercier mon collègue de changer de comité avec nous. On va prendre un autre. Je vais appuyer la proposition. Claudette Carnier. D'accord, merci. Effectivement, Madame la mairesse, concernant une demande d'aide financière, dans le cadre du nouveau service de transport en commun qui sera mis en place à la fin de l'année 2024 et qui, on se le rappelle, sera optimisé, il devient incontournable que des campagnes de promotion et de sensibilisation soient effectuées auprès de la population. Alors, une résolution serait nécessaire pour que la Ville de Rouyn-Noranda autorise la présentation d'une demande d'aide financière au ministère des Transports et du Développement durable dans le programme Mobilis Action et qu'elle confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci beaucoup. Donc, en 11, Mme la greffière. Oui, donc 3 autorisations de signature d'actes notariés. Donc, la première, une servitude de tolérance d'empiètement au 80-84 de la rue Perrault-Est. Ensuite, tolérance et empiètement, également annulation d'une servitude au 434-438 de l'avenue La-Rivière. Et finalement, une servitude en faveur d'Hydro-Québec sur les lots 6 448 124 et 4 676 096. On est dans le secteur de la rue Bureau pour l'ajout d'un poteau. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci. Ensuite, autorisation de dépenses supplémentaires autorisées par le responsable de chantier lors de réalisation de travaux pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024. Donc, suite à l'octroi des contrats par le conseil municipal, il arrive qu'il y a des travaux excédents, des travaux additionnels qui doivent être réalisés dans la mesure où les budgets sont quand même respectés. À ce moment-là, les responsables de chantier peuvent autoriser. Par contre, ça doit être ratifié par le conseil par la suite. On fait la proposition, Samuel Randéoul. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Donc, on est aux redditions de comptes. Oui, donc 2 redditions de comptes. Au niveau de l'aide financière ponctuelle du ministère des Transports et de la mobilité durable pour le transport des personnes, donc une somme qui n'était pas nécessairement attendue là, en 2023 pour cet élément-là. Également, programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. Donc, il s'agit de faire les dépôts de rapports pour pouvoir retoucher le solde de la subvention. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Claudette Carnier. Merci. Ensuite, au niveau du remboursement de dépôt de garantie à location Nord-Ouest et à 2732-2304 Québec Inc., ils occupent des locaux dans l'aérogare actuelle. Par contre, dans l'ancienne aérogare, ils avaient une entente différente qui prévoyait des dépôts de garantie. Dans le nouveau contrat qui a été signé lors de l'inauguration de l'aérogare, ces dépôts de garantie-là, en fait, cette clause-là a été abrogée. Donc, il s'agit de rembourser les dépôts de garantie qui appartenaient aux 2 entreprises. Et également, l'entente prévoyait que les intérêts qui étaient générés par ces dépôts-là leur appartenaient. Donc, c'est de pouvoir leur remettre l'argent qui leur appartient. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Samuel Randéoul.
J'appuie la proposition. Yves Trollet. Ensuite, au niveau des emprunts au fonds de roulement en 11.5.1, donc pour les travaux publics, plusieurs éléments, des rotateurs intelligents au centre-ville, l'acquisition de coffrage pour trottoirs, le remplacement de 4 balais brosses, d'une génératrice 3000 watts, d'une scie à béton et d'outils de scellement de fissures pour un total de 59 100 $. Et en sécurité incendie, 99 500 $ pour la réparation et ou la relocalisation de 3 bornes sèches à Relais et à Évin. J'appelle la proposition, Daniel Capta. Vas-y. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Ensuite, suite aux états financiers qui avaient révélé un surplus, la Ville souhaite déjà affecter ces sommes-là à certains projets. Ce qui est souhaité, c'est d'adopter les résolutions suivantes. Donc, comme on a eu une subvention plus élevée que ce qui était prévu initialement de 284 712 $, on veut l'affecter à la collecte sélective. Les frais d'utilisation de passagers qui ont été versés par les gens qui ont pris l'avion, dans le fond, à l'aérogare, on parle d'un total de 728 567 $ pour les années 2022 et 2023. Donc, l'objectif, c'est de les affecter justement dans un fonds pour le développement de l'aéroport. Un autre montant, dans le cadre des matières organiques, dans le fond, le compost, un revenu additionnel de 277 618 en subvention, donc l'affecter également pour la collecte sélective des matières résiduelles. Au niveau des logements sociaux, il y a des projets qui ont été réalisés dans le secteur de la rue Bureau, donc de prévoir que les dons de terrain que la Ville a fait, qui se chiffrent à 348 061 $ soient pris à même le budget déjà prévu de logements sociaux. Suite aux annonces du gouvernement pour le programme d'aide à la voirie locale pour les secteurs ruraux, donc les sommes additionnelles de 1 099 816 $, de l'affecter pour l'entretien des routes locales. Et finalement, considérant que la Ville vend parfois des terrains dont les contrats prévoient des clauses de rachat si les entreprises ou les citoyens ne réalisent pas la construction dans un délai prévu au contrat, la Ville doit débourser des sommes pour pouvoir racheter ces terrains-là, donc de prévoir un 150 678 $ pour d'éventuels rachats de terrains. Évidemment, cette somme-là va perdurer. Si on ne rachète aucun terrain en 2024, par exemple, cette somme-là va être disponible encore pour 2025 et les années suivantes. Donc, ce seraient les propositions ce soir d'affectation. Les opérations comptables. J'en fais la proposition. Samuel Ramsey-Hull. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci beaucoup. Il n'y a pas de recommandation des conseils des quartiers ce soir. En 13, l'approbation des comptes qui totalisent 4 270 416 et 10 sous. Un proposeur. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. J'appuie la proposition. Yves Trollet. L'avis de motion, Mme la greffière, pour le zonage. Oui, donc un projet de modification réglementaire du 2015-844, c'est le règlement de zonage. On est dans le secteur des rues Boulevard Témiscamingue, Avenue Québec, rue Boutour et Avenue Dallaire, dans le pôle central. L'objectif est d'agrandir la zone 21-61 à même une partie des zones 20-84, 20-86 et 21-44, qui seraient alors réduites de la même superficie. De créer une nouvelle zone 21-70 à même la 21-44 dans la partie sud, de modifier à ce moment-là les grilles de spécification des zones 21-44 et 21-61 afin d'y autoriser certains usages de commerce et de services de proximité, et finalement de créer la grille des spécifications de la nouvelle zone 21-70 afin d'y autoriser les mêmes usages que 21-44 et y autoriser l'usage d'entreposage commercial et industriel. L'objectif, en fait, les informations plus précises sur ce projet de règlement-là seront diffusées dans le cadre d'une consultation publique qui aura lieu fin mai. Donc, les gens pourront avoir l'information sur le site Web dans les prochaines semaines et participer à la consultation publique au besoin qui aura lieu au niveau du conseil municipal. Alors, un conseiller pour l'avis de motion. Je propose l'avis de motion. Merci. Guillaume Beaulieu. Merci, Guillaume. Ensuite, au niveau des règlements, suite à la consultation publique qu'il y a eu juste avant la séance, donc l'adoption du règlement 2024-1302, qui modifie le règlement sur les conditions d'émission de permis pour réduire le délai maximal d'émission d'un permis de construction à 25 jours ouvrables. Et suite à l'avis de motion qui vient tout juste d'être lu, donc un projet de règlement qui modifie le zonage secteur Boutour, Québec, Témiscamingue et Dallaire. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Alors, pour les questions allouées pour les journalistes, par la suite, d'accord. Alors, la levée de la séance. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Alors, merci aux citoyens et citoyennes présents dans la salle, présents à la maison. Je rappelle l'importance du don d'organes
et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.